Que signifie devenir surnaturel? J'ai écrit ce livre parce que ces 5 dernières années, nous avons fait des analyses quantitatives, avec beaucoup de nos étudiants dans nos ateliers avancés. Si nous avons commencé à faire ces différents scans et lectures, c'est parce que nous avons constaté des changements significatifs dans la santé et la vie des gens pendant les événements que nous organisons dans nos ateliers du week-end. Lorsque vous commencez à voir ce type de changement, vous savez que quelque chose se passe dans l'état des personnes. Ainsi, lorsque nous avons commencé à mesurer les ondes cérébrales, les scanners cérébraux, la cohérence cardiaque, les moniteurs de fréquence cardiaque, les changements épigénétiques, l'expression des protéines et les neurotransmetteurs sur les étudiants qui venaient à notre événement, qu'ils ont suivi pendant 4 jours pour changer. Nous n'avions jamais prévu qu'à la fin de l'atelier, les résultats seraient ce qu'ils étaient. Nous n'avions jamais vraiment prévu qu'au bout de 4 jours, nous verrions le type de changement que nous observions chez des personnes ordinaires. C'est surnaturel que quelqu'un soit capable de guérir en un week-end. Il est surnaturel qu'une personne maintienne des niveaux d'ordre internes indépendamment des conditions de son monde extérieur. Il est vraiment surnaturel que des personnes se connectent à des gènes en un temps très court, régulent des protéines et fassent fonctionner leur cerveau de manière plus efficace et plus saine. La quantité d'énergie que nous voyons et enregistrons dans le cerveau n'a jamais été enregistrée ainsi dans l'histoire des neurosciences. Nous avons donc des données qui prouvent que les gens ordinaires, comme vous et moi, une fois qu'ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, cela devient plus facile. Ce livre est donc un travail d'amour pour moi, car c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je sors du domaine scientifique et je fais le lien entre le domaine spirituel et mystique et le domaine scientifique. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'adore ça. Alors, parlons un peu de vous en tant que pont et de l'expérience que vous avez eue au début. Vous aviez fini d'écrire un article sur la glande pinéale. Vous vous êtes assis le soir pour laisser le corps s'endormir et l'esprit s'amuser. Je mets l'esprit entre guillemets. Et que s'est-il passé? Eh bien, l'une des choses fascinantes que j'apprécie plus que tout, c'est d'avoir des expériences mystiques très profondes. Le type d'expériences mystiques qui sont si réelles, plus réelles que le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous vivons l'un de ces événements intérieurs si profondément intenses, je pense que cela nous change à un niveau implicite, à un tel point que nous ne pouvons plus redevenir la même personne. Ainsi, mon intérêt au cours des 10 dernières années, personnellement, a porté sur le moment mystique. Je sais donc que la glande pinéale est responsable de la production de sérotonine et de mélatonine. J'avais écrit cet article sur ces dérivés et ces métabolites qui s'insèrent dans les mêmes sites récepteurs de la sérotonine et de la mélatonine. C'est une version améliorée de la mélatonine. Lorsqu'elle s'insère dans le mécanisme de la serrure et de la clé, le cerveau s'active d'une manière très différente. J'ai écrit cet article, et j'ai découvert tous ces métabolites qui sont des produits chimiques profonds qui facilitent ce moment mystique. Je me suis donc allongé sur le canapé. Mes enfants venaient de s'endormir. Je passais en revue toutes les choses que j'avais à faire le lendemain. Il y avait un beau feu de cheminée. C'était l'hiver dans le nord-ouest. J'étais assis sur ce canapé, je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. J'ai juste eu la pensée de « Où es-tu ? Où est la glande pinéale ?» Alors j'ai déplacé ma conscience vers l'endroit où la glande se trouve dans le cerveau. La seule chose que je sais, c'est que j'ai tout d'un coup eu un moment lucide très fort où je vois une grande montre, comme une montre de poche, mais gigantesque. Je vois cette pièce d'horlogerie. Tout d'un coup, je vois les aiguilles bouger. Au moment où je vois les aiguilles avancer dans le temps puis reculer, je me suis rendu compte que la glande pinéale, le message que je reçois a un symbolisme fort, est une sorte de montre qui nous permet de nous connecter à différents temps et espaces. Donc, l'instant d'après, je me trouve à côté de moi, enfant, et je suis allongé dans mon lit, comme un enfant de 7 ans. Je sais que j'ai de la fièvre. Je me souviens du moment où je me suis regardé, où j'en ai pris conscience. J'ai les couvertures jusque sous mon nez. L'instant d'après, je regarde ce gamin faire exactement la même chose que je faisais sur mon canapé, chez moi. Quand j'avais de la fièvre, étant enfant, j'adorais ça parce que je devenais dimensionnel. J'avais ces rêves de fièvre vraiment fous, donc je permettais à mon corps de s'endormir, et je restais éveillé. J'avais tous ces moments mystiques très profonds. J'essayais de comprendre, comme un enfant de 7 ans, comment le temps fonctionne. Je ne sais pas comment j'ai été possédé par cela, mais je me souviens qu'alors j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai vu que c'était une sorte de damier tridimensionnel. Je suis tombé amoureux de cet enfant de 7 ans qui faisait vraiment des efforts pour comprendre ce concept appelé temps. Au moment où je suis tombé amoureux de lui, j'ai réalisé à cette seconde exacte que l'amour que je ressentais pour lui à ce moment-là l'attirait vers moi dans le futur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Puis la scène s'estompe et la montre apparaît. Tout d'un coup, elle avance dans le temps. La prochaine chose que je sais est que je suis en dehors de ma maison. Mais je ne suis pas moi, Joe Dispenza. Je suis moi, Joe Dispenza.
Mais pas à ce moment-là. Je suis une sorte de version améliorée, un moi plus éclairé. Je me promène dans le jardin, pieds nus, au milieu de l'hiver. Tout est si profondément puissant. Je sens mes pieds sur le sol, il fait si froid, mais j'aime ça. Je marche sur ces magnifiques pierres de basalte qui bordent le foyer. Je ressens cette incroyable quantité d'amour. L'amour de la vie, la joie de l'existence, de la liberté d'expression. Alors que je marche, je vois cette fontaine que mon frère et moi avons construite. Tout d'un coup, cette petite, minuscule, belle femme en blanc. Elle sort de derrière la fontaine. Il y en a une autre, de taille normale, qui semble être sa gardienne. Cette petite femme me regarde. Tout à coup, l'amour que je ressentais dans ma poitrine est amplifié par 100. Je me souviens avoir pensé, je ne peux pas imaginer qu'il y ait plus d'amour à ressentir que celui que je viens de ressentir. J'étais tellement pris dans ce sentiment que j'avais oublié pourquoi je me promenais dans le jardin en premier lieu. Tout d'un coup, j'ai pris conscience du pourquoi. J'ai regardé et je me suis vu dans la cuisine quelques heures plus tôt en train de faire la vaisselle. J'ai regardé mon moi actuel comme mon moi futur. J'ai regardé ce type et je suis tombé amoureux de lui. J'ai réalisé que je comprenais ses défis, son esprit et comment il aimait assembler des concepts et des idées. J'ai commencé à ressentir cet amour incroyable pour lui et moi comme Joe Dispenza faisant la vaisselle. Je me souviens maintenant en train de faire la vaisselle. Je me suis arrêté quelques heures avant en pensant que quelqu'un me regardait dans mon jardin. Et je me souviens que les lumières de la cuisine créaient un éblouissement, comme un reflet. Donc je ne pouvais pas voir dans le jardin, mais je me souviens m'être penché en avant et avoir regardé par la fenêtre pour voir si quelqu'un était là. Et c'était toi? Et c'était moi. J'ai réalisé à cet instant que mon futur moi savait des choses sur moi que personne d'autre ne pouvait savoir, mais que j'étais simplement plus amoureux de la vie et exprimant un plus grand degré d'amour. À cet instant, j'ai réalisé que le futur moi qui était dans mon jardin appelait le présent moi à lui avec cette énergie d'amour. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser de plus près au mystique et à jeter un pont entre ces deux mondes. Magnifique, merci de partager. Tout d'abord, la pensée qui surgit, nous n'avons pas besoin d'aller là. Mais je pense à Salvador Dali et à cette pièce d'horlogerie fondue parce qu'il avait l'habitude d'entrer dans l'état hypnagogique pour dessiner, et il en tirait des concepts de temps en temps. Ce qui peut être un aperçu de ce que vous avez commencé à obtenir ici. Peut-être que là où nous devrions aller, c'est que votre compréhension du temps, je pense, a été radicalement altérée. Et vous dites que nous devons maîtriser le concept du moment présent. Qu'est-ce que cela signifie ? On parle beaucoup du moment présent et d'être présent dans le pouvoir du maintenant. Mais la plupart des gens passent la majorité de leur vie, 95% du temps, à vivre selon une émotion ou une habitude passée ou à anticiper le futur en fonction du passé. Donc nous sommes très rarement dans le moment présent. Faire attention, c'est être présent. C'est une compétence comme tout le reste. Plus vous la pratiquez, plus vous vous améliorez. Alors pensez-y, les sentiments et les émotions sont le produit final d'expériences passées. Vous pouvez mieux vous souvenir de vos expériences parce que vous pouvez vous souvenir de ce que vous ressentez. Si vous vous réveillez le matin et que vous devez rechercher le sentiment familier qui vous appelle chaque matin, et que ce sentiment est le malheur ou la frustration, ou le manque ou l'insécurité ou la peur, au moment où vous entrez en contact avec cette émotion, vous commencez votre journée à partir du passé, parce que l'émotion est un enregistrement du passé. Maintenant, si cette émotion est liée à des souvenirs qui sont cartographiés neurologiquement dans votre cerveau à propos de certaines personnes, endroits, moments, choses, alors au moment où vous ressentez cette émotion, vous associez cette émotion avec le souvenir passé. Vous activez des circuits du passé dans votre cerveau. Ainsi, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être et les pensées du vocabulaire du cerveau et les sentiments du vocabulaire de votre corps. Alors tout votre état d'être est dans le passé. La plupart des gens vivent dans le passé, donc leur corps et leur esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de leur vie qui crée une émotion et une émotion qui est créée par la seule pensée. Le corps est donc exactement le même. Ces émotions commencent à conduire les pensées des gens. S'ils ne peuvent pas penser plus que ce qu'ils ressentent et que les sentiments sont devenus le moyen de penser, et qu'ils croient que leurs pensées ont quelque chose à voir avec leur destin, alors ils pensent dans le passé. Ils créent la même vie, par le même moyen. S'ils se réveillent le matin et reviennent à leur sens, et ils commencent avec la même routine qu'ils ont fait hier. Ils passent par une série d'habitudes de routine comme aller aux toilettes, faire du café, prendre le petit déjeuner, prendre une douche, conduire au travail de la même façon. Nous pourrions alors dire que, pour l'essentiel, le futur d'une personne n'est rien d'autre qu'une réplique du passé et qu'elle n'est pas dans le moment présent. Si elle continue à faire cela encore et encore, cela devient une habitude. Une habitude est un ensemble redondant de pensées,
de comportements et d'émotions automatiques inconscients acquis par une répétition fréquente. L'habitude, c'est quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que le corps est devenu l'esprit. Donc pour la plupart des gens, leur corps les entraîne dans un avenir prévisible. Ils sont en pilotage automatique sur la base de ce qu'ils ont fait dans le passé et ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme.